Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette troisième séance du cycle Vous les aimerez. Dernière rencontre et on va parler aujourd'hui de théâtre. Donc, après une première rencontre avec Bernard Friot autour de la poésie, une deuxième rencontre avec Janine Tesson autour de la biographie, l'autobiographie et en réalité, on a parlé aussi du roman. Donc, aujourd'hui, on va aborder un autre genre littéraire, c'est-à-dire et non seulement littéraire. Donc, on parlera aussi de toute l'expérience de Laurent par rapport au théâtre. Donc d'abord, je tiens à remercier, bien sûr, comme d'habitude, Manuela Vico, l'Alliance française de Cuneo, la Minute française et Alice Galloin, Jordan, donc Jordan Lonardi, qui a vraiment qui était précieuse, notamment sa collaboration a été extraordinaire, non seulement pour cette séance, mais pour vraiment toutes les trois rencontres. Et c'est elle qui a aussi préparé le dossier. Donc, si vous voulez connaître un peu plus les œuvres sur lesquelles on va parler, donc il y aura ce dossier très intéressant à lire et à découvrir. Je remercie bien sûr tous les présents, donc les professeurs et les élèves, notamment du projet Lirado. Et voilà, je vous laisserai la parole à la fin, dans la deuxième partie de la séance. Et merci aussi à tous les autres professeurs, les étudiants qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Et bien sûr, donc merci à Laurent Contamin qui est avec nous aujourd'hui et qui a accepté de participer à cette troisième rencontre qui porte justement sur le théâtre. Donc, comme pour les autres, juste pour vous donner un petit peu quelques indications, comme pour les autres séances, je vais échanger un petit peu avec Laurent et ensuite je laisserai la parole au public. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions via le chat, les enseignants ou les élèves. Et ensuite, voilà, on essaiera je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais on essaiera de répondre à quelques-unes des questions qui seront posées dans le chat. Je sais que dans la salle, il y a pas mal de lecteurs de Toby et de Babel Mabel. Et donc, ce sera sur, on peut dire, ces deux pièces que portera plutôt la deuxième partie de la séance. Donc, comme je disais, on va parler de théâtre. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je veux bien laisser la parole à Laurent pour commencer à nous introduire un petit peu sur ce monde du théâtre, donc le monde théâtral. Pour ceux qui ne connaissent pas toute la production énorme, je dirais, de Laurent Contamin, avec Jordan, on a eu beaucoup de mal à essayer comment dire, trier toutes les informations voilà, par rapport à l'expérience énorme vis-à-vis du théâtre de Laurent, parce qu'en fait, Laurent est écrivain. Donc, Laurent, tu écris des pièces de théâtre pour la jeunesse et pour les adultes. Tu es aussi acteur, tu es metteur en scène, tu as collaboré avec, je ne sais pas, la liste était énorme de toutes tes collaborations. Et ces soirs, nous allons donc découvrir certaines de tes pièces et notamment tout ce que tu as fait en général en lien avec le théâtre. Donc, je commencerai par une toute première question, vraiment pour essayer de décrire un petit peu ta carrière. Et je commencerai par une citation. Donc, je commence cette fois-ci par une citation et je te cite parce que c'est une citation qu'on a tirée de ta biographie, dont je demanderai à Jordan si c'est possible de partager l'écran et de lire voilà, quelques phrases que tu as rédigées et qui présentent effectivement ton rapport avec le théâtre. Et ensuite, on va commencer à en discuter ensemble. Quand je regarde en arrière mon parcours artistique depuis une vingtaine d'années, j'y vois une activité polymorphe, faite à la fois d'écriture, de mise en scène, de jeu, de théâtre tout public, de théâtre jeune public, de texte, de danse, de marionnettes, de scènes de radio, de théâtre de rue, de salles de classe, de parcs et jardins, de pratique, de réflexion. Dedans, l'institution, dehors, reliant processus de création et action de médiation culturelle et de pédagogie, en résidence, en liberté. Alors, donc, quelle est ma première question? Voilà, j'aimerais bien savoir où tout a commencé, quand tout a commencé et comment tu t'es rapproché du théâtre. Question très difficile, question Non, non, énorme, je pas du sais. tout. C'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment par hasard. C'est les occasions de la vie parce que j'étais pas du tout destiné à ça au départ. Je suis pas du tout d'une famille artistique. On allait un peu au théâtre une fois par an, voir une comédie chaque année. Mais voilà, c'était pas du tout dans la culture familiale. Euh, même si notre père nous faisait parfois des petits spectacles de marionnettes quand on était petit.
Et comme j'étais au lycée, j'étais vraiment pas très bon en français, etc. Là où j'étais le moins mauvais, c'était en sciences. Et donc, comme rien ne m'intéressait a priori, on m'a dit, bon, bah, tu vas faire sciences. Donc, j'ai fait une école préparatoire. En France, on appelle ça Maths Sup, Maths P, classe préparatoire. On travaille beaucoup. Voilà. Pendant 2 ans, on travaille énormément. On n'a pas le temps de réfléchir. Et puis, je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur en traitement du signal, donc télécommunication électronique. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'était un peu ennuyeux parce que j'avais 20 ans, il était un peu tard pour commencer à se poser la question de l'orientation. Et il y avait une troupe de théâtre étudiante dans cette école d'ingénieurs et ils cherchaient désespérément un comédien pour tenir un rôle, pour boucler la distribution de la pièce. Donc, pour m'intégrer, pour rendre service, j'ai dit d'accord, comme j'aurais dit d'accord pour faire du sport ou pour n'importe quelle activité du bureau des élèves. Et puis, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour le théâtre. D'un coup, je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans la vie. C'est le théâtre. Alors évidemment, j'ai été un peu surpris moi-même, mais du coup, très vite, parce que moi, je suis un peu boulimique, donc je me suis inscrit à des cours de théâtre le soir. J'ai repris contact avec la troupe de mon ancien lycée. Enfin, donc tous les soirs, je faisais du théâtre. Et puis la journée, je faisais des télécommunications. Et puis, en parallèle de ça, je me suis un peu mis à écrire. Et assez vite, il s'est avéré que c'était vraiment le théâtre qui m'intéressait. Donc, j'ai quand même fini, je ne sais pas comment, mon école d'ingénieur. Et puis, j'ai fait une école de théâtre. Donc, une école de comédien. Donc, ça a été mon premier métier. Et puis, j'ai commencé à jouer. Et puis, j'écrivais comme ça, un petit peu. Et puis, je me suis mis un peu à montrer ce que j'écrivais à des amis qui m'ont dit, c'est très bien, on a envie de jouer ça. Donc, ils ont joué ça. Et puis ensuite, j'ai envoyé une autre pièce à une radio qui s'appelle France Culture, qui m'a dit, c'est très bien. Donc, et puis après, ils m'en ont passé commande d'autres. Et puis, il y a une maison d'édition qui m'a publié. Et puis, il y a une compagnie qui m'a passé commande d'une pièce. Et petit à petit, l'écriture s'est mise à prendre de plus en plus de place. Et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, fatalement, j'ai un peu moins joué, un peu moins mis en scène. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'écriture, je dirais, c'est la moitié de ma vie. Voilà, la moitié de ma vie. Et l'autre moitié, c'est effectivement, je joue, je fais un peu de mise en scène, j'enseigne un peu le théâtre, 4 heures par semaine dans des conservatoires. Et puis, je fais pas mal d'actions culturelles. Donc ça, on en reparlera, d'ateliers d'écriture. Mais donc, ouais, si vous m'aviez dit il y a 30 ans que je serais là à parler écriture avec vous, je n'y aurais pas cru. Merci beaucoup d'avoir vraiment retracé justement ton rapprochement du théâtre, mais aussi ta vie en tant que non seulement écrivain, mais aussi acteur, metteur en scène. Et tu parlais justement d'animation, parce qu'en fait, tu travailles aussi comme animateur d'écriture, animateur de théâtre. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu t'es rapproché de ce monde qui est plutôt lié à l'enseignement, justement, du théâtre. Et tu parles souvent, je pense aussi à nos échanges, et souvent tu parles de travail de création et travail aussi d'action artistique. Comment tu arrives à concilier les deux? Et en même temps, est-ce que ces deux éléments-là font partie aussi de ta vie en tant qu'animateur? Alors, il y a deux choses. Les cours de théâtre, j'ai passé un petit diplôme qui s'appelle diplôme d'État, bon, voilà, pour pouvoir donner quelques cours de théâtre parce que ça m'intéressait. Comme j'écris du théâtre, que j'en mets en scène, ça m'intéresse toujours d'essayer de le transmettre parce que je trouve qu'en essayant de transmettre les choses, on les comprend mieux. Donc, c'était ça ma motivation. Et alors l'écriture, ça a été un peu un hasard, c'est-à-dire pareil, c'est des écoles ou des collèges ou des universités ou des lycées qui m'ont contacté, ou des prisons, ou des hôpitaux, ou des bibliothèques. Et puis, comme ça s'est bien passé, après le bouche à oreille a fait que je suis beaucoup sollicité maintenant là-dessus. Donc, j'ai plutôt tendance à un peu faire le tri dans les demandes. Mais ça m'intéresse beaucoup d'animer des ateliers d'écriture pour plusieurs raisons.
D'abord, ça m'oblige à aller sur des terrains où je n'irais pas forcément. Par exemple, quand j'enseigne l'écriture dans un hôpital ou dans une prison, etc. C'est des tranches, des gens que je rencontre, que je ne rencontrerais pas si je ne faisais pas ça. Et puis, c'est souvent en lien avec mon travail. Par exemple, je vais donner 3 exemples. Une fois en prison, on m'a proposé d'animer un atelier boxe et écriture. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça, boxe et écriture? Alors, en fait, il y avait un animateur sportif qui donnait les cours de boxe le matin et on me demandait d'animer ensuite un atelier d'écriture en lien avec ce qu'il faisait en boxe, avec les détenus. Et donc, ça m'a obligé à m'interroger beaucoup et je me suis dit, mais c'est très intéressant parce que attaque, contre-attaque, défense, esquive, c'est du dialogue de théâtre. Si on lit un auteur comme Bernard-Marie Coltès ou d'autres, c'est des matchs de boxe, en fait, avec la parole. Et donc, ça m'a obligé, comme ça, à essayer de proposer des exercices d'atelier d'écriture sur des mouvements de boxe dans le dialogue qui, après, moi, m'ont servi pour mon écriture à moi. Un autre exemple, une fois, j'ai animé un atelier de théâtre dans une classe pour des enfants de 6-7 ans et on ne m'avait pas prévenu, il y avait un enfant qui ne parlait pas. C'est-à-dire, il parlait, mais il ne répondait pas aux questions. Et moi, je n'avais pas compris au départ, donc j'ai un peu insisté, puis il s'est mis à pleurer. Une petite fille est venue lui caresser la main. Et puis petit à petit, donc l'enseignante m'a expliqué, oui, il a un problème, etc. Bon, c'est un problème, ce n'était pas de l'autisme, c'est un autre problème par rapport au langage qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a inspiré pour, par exemple, cette petite nouvelle qui s'appelle Les Murmures de Haute-Claire. Mon héros, c'est un enfant qui ne parle pas. Un troisième exemple, cette année, je donne des ateliers de poésie dans un collège à Paris. Et je suis vraiment émerveillé par ce que les jeunes écrivent. Pour moi, c'est vraiment un exercice d'émerveillement. Et ils m'apprennent, en fait, ils écrivent mieux que moi. Donc, tous ces ateliers d'écriture, c'est des allers-retours permanents on s'apprend dans les deux sens. Et pour moi, c'est très... Ça m'évite de ronronner, en fait. Ça m'évite d'être dans le confort, d'écrire toujours ce que je sais écrire. Ça m'oblige à découvrir de nouveaux terrains, de prendre des risques, d'essayer des protocoles d'écriture que je n'ai pas encore expérimentés. Donc, ça m'oblige à rester jeune. C'est une question d'expérimentation parce que, d'après ce que tu dis, c'est quand ce que tu expérimentais justement dans les ateliers, tu les mettais justement sur papier, donc tu les transformes en œuvres littéraires finalement. Donc il y a ce lien entre l'expérience, entre ton action et justement l'écriture. Voilà, c'est ça, oui. Alors, pas toujours, hein, mais des fois, c'est vrai que vraiment, c'est très formateur pour moi de découvrir comment, quand je propose un protocole d'écriture, comment les jeunes s'en emparent, peut-être le transgressent, en font quelque chose de beaucoup plus intéressant, et comment moi, ça va me booster pour essayer aussi d'écrire comme ça. En fait, je ne sais pas comment c'est en Italie. En France, quand un enseignant de français fait appel à un écrivain, l'écrivain a une grande liberté parce qu'il n'est pas tenu à la question du programme, des fiches projets, de l'inspection, etc. Et donc, il y a, en gros, on me dit, vous allez venir 3 fois 2 heures pour qu'il découvre que... Et moi, l'idée, c'est qu'il découvre qu'en fait, écrire, c'est facile, c'est amusant et c'est intéressant. Parce que souvent, ils ont l'impression, quand ils sont en cours de français, que l'écriture, c'est difficile, c'est ennuyeux et ça ne sert à rien. Et le fait que moi, je suis écrivain, je leur dis, bon, je ne vais pas vous faire un cours, je vais vous expliquer comment moi j'écris. Donc, je viens avec quelques livres. Je leur dis, ben voilà, ce livre-là, on l'a lu, voilà comment j'ai fait. Et on va essayer de faire pareil. Et donc, je leur dis, voilà, moi, je suis nul en pédagogie, mais l'idée, c'est que je viens avec une trousse à outils. Et si vous voulez, on va essayer d'écrire ensemble, et puis vous allez lire ce que vous avez écrit. On va faire de la littérature. On ne va pas faire du français, on va faire de la littérature. Et en fait, c'est très surprenant. Donc, et je n'ai pas de stylo rouge. C'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, etc. C'est pas grave. Et c'est très surprenant parce que souvent, ce sont les mauvais de la classe qui écrivent les plus belles choses.
Alors bien sûr, il y a plein de fautes, etc. Mais c'est pas grave, ils ont des choses à dire et ils arrivent à les dire et ils se rendent compte que c'est pas si difficile que ça et que quand ils vont les lire à voix haute à la fin du cours, des fois, spontanément, les autres élèves applaudissent. Et je pense que sur l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes, il y a vraiment des bouleversements. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, oui, très touchant, qui fait comprendre comment l'écriture, justement, on peut la proposer en classe, même voilà, à tous les niveaux, finalement. Hein. Donc, c'est quelque Tout chose à qui est fait. vraiment Alors moi, je à commence. expérimenter. Alors CP, c'est quand même petit, c'est-à-dire Mm. 6 ans. J'aime bien commencer à partir des cours moyens, donc du cycle 3, Mhm. c'est-à-dire plutôt 9 ans. Mais enfin, plus petit, on peut, mais c'est vrai qu'en dessous de 9 ans, c'est plus difficile. Oui. Et j'ai une autre question par rapport, je pense toujours à ce que tu m'as raconté, on se connaît depuis un moment, donc tu m'as raconté un petit peu tes expériences par rapport à l'écriture, et tu m'as toujours parlé des écritures en résidence, quelque chose qu'en Italie on ne connaît pas. Ça te fait rire parce que la première fois que tu m'as raconté voilà, cette expérience, j'étais un petit peu étonnée. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience d'écriture en résidence et notamment, voilà, ça permet de proposer la première pièce dont on va parler aujourd'hui, c'est Au jour naissant, qui est une œuvre née en résidence. Alors, bon, elle n'est pas tout à fait née en résidence. En Oui, fait, je te alors, laisse. le principe des résidences, alors vous pouvez aller sur un site qui est très bien fait, qui s'appelle la Maison des écrivains et de la littérature, qui répertorie toutes les résidences. Je vous mettrai le lien si j'arrive à le faire en même temps que je parle. Je vais vous mettre le lien. Donc, le principe, c'est vrai on a un peu de chance encore en France. Il y a encore un peu un service public de la culture. Moins il y en a de moins en moins, mais encore un peu. Et donc, le principe des résidences, c'est que c'est des maisons. Alors, on peut être seul, mais souvent, il y a 2, 3, 4 studios pour des écrivains. Et on n'a rien d'autre à faire qu'à écrire. Et en plus, parfois, on est payé. Et donc, c'est dans un cadre souvent très inspirant, voilà, très calme, avec un beau paysage. Et il faut postuler à ces résidences. Et bon, des fois on est pris, des fois on n'est pas pris. Et c'est vrai que moi, j'aime bien. Alors, je suis un peu dispersé. Je fais beaucoup de choses, comme vous l'avez compris. Donc, quand j'écris quelque chose, souvent je fais 2 heures par-ci, 3 heures par-là, 2 heures par-ci. C'est très dispersé. Et puis le reste du temps, je joue, je répète, j'écris autre chose, etc. Mais par moment, j'ai besoin de faire une sorte de sprint final. Comme un coureur, il y a un moment, c'est la dernière ligne droite. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'aime bien passer 1 mois ou 2 dans ces résidences parce que je sais que pendant 8 heures par jour, je vais vraiment ne pas avoir d'idées parasites. Je vais pouvoir me consacrer uniquement à mon projet. Et donc, j'aime bien aller en résidence pour finir mes projets, c'est vrai. Alors, la Villa Marguerite Yourcenar, c'était la maison de Marguerite Yourcenar à la frontière avec la Belgique, dans le nord de la France, près de Lille. Et là, c'est une maison qui peut accueillir 3 auteurs à la fois et où j'ai fini effectivement l'écriture de ma pièce. Ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta pièce et on passera ensuite à la lecture. Donc, c'est Au jour naissant. Voilà. Ben, Au jour naissant, donc c'est une pièce. Alors, moi, souvent, mes pièces partent d'éléments hétéroclites. Il y a différentes choses qui, a priori, n'ont pas beaucoup de rapport les unes avec les autres, mais il y a un moment où, pour moi, c'est comme des électrodes. En les mettant ensemble, pour moi, ça fait tilt. Et je me dis, il faut que je creuse ça. Pour Au jour naissant, il y avait vraiment un élément qui était important pour moi, qui était que depuis longtemps, je voulais parler d'un pays qu'on connaît peu. Alors peut-être qu'on le connaît plus en Italie, c'est l'Érythrée. J'en dis juste 2 mots. L'Érythrée, c'est un pays qui est donc sur la rive sud-ouest de la mer Rouge, qui appartenait avant à l'Éthiopie et qui, depuis les années 70, est dirigé par un dictateur, le même dictateur depuis 50 ans. C'est un petit pays, il y a 5 ou 6 millions d'habitants, mais qui vivent comme en prison, en fait. C'est-à-dire que la liberté n'existe pas. Et beaucoup sont soldats. Actuellement, ils sont en guerre, d'ailleurs, dans une région du nord-ouest de l'Éthiopie qui s'appelle le Tigré. Vous avez peut-être entendu parler de cette guerre qui a lieu en ce moment.
et ils n'ont pas le droit de partir, le service militaire est obligatoire, ils ne peuvent pas choisir le métier qu'ils font, etc. Il y a des micros partout, il y a des espions partout, c'est terrible. Et on n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas comme la Corée du Nord qui a l'arme atomique. Ça nous arrange bien qu'ils gardent un petit peu cette zone qui est déjà très fragile, avec le Yémen qui est en guerre, avec l'Égypte qui a failli être en guerre, avec l'Éthiopie, la Somalie, bref. Donc on se dit c'est pas mal qu'il y ait un peu une dictature, là au moins, eux, ça bouge pas, quoi. Mais j'avais envie de parler de ce pays beaucoup, pour simplement qu'on en parle. C'est tout, c'est pas pour faire de la propagande, mais ça m'énervait qu'on n'en parle pas. Et puis j'avais envie de parler en fait des passages. Le thème du passage m'intéressait. Et je m'étais dit, le passage, ça peut être le passage de l'enfance à l'adolescence, tous les passages, le passage de l'amitié à l'amour, le passage d'un pays à un autre, parce qu'évidemment, il y a quand même des Érythréens qui arrivent à s'enfuir et donc qu'on retrouve dans les réfugiés, sans doute voilà, beaucoup en Israël, mais aussi, j'imagine, en Italie, en France et en Angleterre. Ce sont des réfugiés qui parlent peu parce qu'ils ont peur qu'il y ait des espions et qu'il y ait des représailles sur leur famille. Donc c'est assez secret. Eux-mêmes ne communiquent pas beaucoup sur leur pays. C'est vraiment la peur qui verrouille tout. Et donc, voilà, cette histoire, j'ai imaginé l'histoire d'un garçon et d'une fille qui sont des amis depuis toujours. Ils ont 13-14 ans. Et puis, un été pas comme les autres, pour plein de raisons, parce qu'ils habitent sur le littoral, dans une maison qui est très usée, qui va être démolie cet été-là, parce que c'est aussi l'été où leur amitié est en train de se transformer en autre chose que l'amitié, de plus fort, et aussi parce que cette année-là, il y a un réfugié érythréen qui est passé par cette maison. Donc cette pièce est un petit peu la photographie de tous ces passages. Voilà, si je dois résumer. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé la pièce extraordinaire et c'est pour ça que je voulais la faire connaître au public. Pour commencer à penser aux lectures futures. Voilà, juste un petit clin d'œil aux enseignants qui sont présents dans la salle. Et est-ce que tu aurais envie de lire un extrait de cette pièce? Donc, je vais lire évidemment, le théâtre, ce qui est compliqué, c'est que comme il y a plusieurs personnages. Oui. Donc là, on va commencer par plus facile, je vais lire un monologue. Donc, le personnage garçon s'appelle Logan et la fille s'appelle Pearl. Et donc là, je vais dire un petit monologue de Logan. Elle, c'est Pearl. On se connaît depuis qu'on est né. Tous nos étés ensemble, depuis toujours, dans la maison du phare. Le reste de l'année, la vieille dame est fermée. On l'appelle la vieille dame, la maison, parce qu'elle a plus de 100 ans. Mon père et moi, on garde un œil dessus, surtout l'hiver avec les tempêtes, des fois qu'elle s'envolerait. Demain, la maison va être démolie, trop mauvais état, les tempêtes et la vieillesse. Quand j'ai compris que ce serait notre dernier été à Pearl et moi, j'ai beau avoir 14 ans, j'ai pleuré comme un môme, mes dernières larmes. Merci beaucoup pour cette lecture. Et voilà, donc cela nous a permis de connaître les deux personnages et notamment commencer à avoir une idée de Pearl via les yeux de Logan. C'est une pièce pour la jeunesse et comme les pièces dont on va parler, dont Toby et Babel Mabel et plusieurs d'autres pièces que tu as écrites, donc ce sont des textes pour la jeunesse. Donc, je commencerai à te poser cette première question justement sur l'écriture pour la jeunesse en partant d'une page, donc la première page qu'il y a dans le prologue de Toby, avant de passer vraiment à la présentation de l'œuvre, où tu nous donnes, on peut dire, une petite définition de ce qui est pour toi le théâtre pour la jeunesse. Donc, je demande à Jordan si elle peut partager l'écran. Voilà, donc tu dis effectivement ce qu'est pour toi le théâtre pour la jeunesse. Est-ce que tu aurais envie de lire, Laurent? Donc, c'est vraiment la toute première partie de la pièce. C'est du théâtre pour la jeunesse, ce que vous allez voir ou lire. Pour la jeunesse, ça veut dire, on va parler de ce qui intéresse la jeunesse de chacun, à savoir l'amour. Oui, quoi? Et alors? C'est à peu près le seul sujet intéressant. Je veux dire qui nous mobilise, nous concerne. Ce qu'il y a d'enfance et de jeunesse et de désir en nous de vivre, quel que soit notre âge, non?
Les vieux n'y comprennent rien à tout ça. Alors ils disent, vous verrez, ils diront que c'est une pièce trop compliquée pour la jeunesse. Ils vous diront, vous n'avez sûrement rien compris. Eh bien, laissez-les dire. On sait bien, on saura bien, vous et moi, qu'il n'y a rien de plus simple que l'histoire qui va démarrer maintenant. L'histoire de Toby, Sarah et moi. L'histoire de Toby, Sarah, voilà, et le personnage principal, Raphaël, que nous avons adoré, qui parle d'amour, mais non seulement. Est-ce que tu peux résumer un petit peu quels sont, selon toi, les éléments de ton écriture pour la jeunesse, hein, si c'est possible de le faire? Je sais que c'est quelque chose de très large, de très difficile peut-être à définir. Et ma deuxième petite question est la suivante, en fait. Est-ce que tu penses à ton lecteur adolescent, à ton lecteur enfant, quand tu écris tes pièces? Alors, c'est vrai que c'est dur de me mettre dans une case parce que, par principe, j'essaye toujours d'écrire ce que je n'ai jamais encore écrit. Et, enfin, j'évite d'écrire plusieurs fois la même pièce sous des titres différents. Ce qui est sûr, c'est que ce qui me motive dans mes personnages, dans l'écriture, dans les situations dramatiques, c'est la liberté. Et que la liberté, elle se conquiert et que souvent, mes pièces font passer le principe d'une pièce de théâtre, hein, c'est que ça fait passer les personnages d'une situation à une autre. Et souvent, la situation d'arrivée est plus libre. Il y a la liberté à gagner, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment ça qui me passionne, que ce soit mes pièces pour adultes ou mes pièces pour jeunesse. Je crois en fait, il n'y a pas vraiment de différence pour moi là-dedans. C'est vrai que quand j'écris pour la jeunesse, alors soit c'est des commandes, hein, souvent j'ai eu des commandes d'écriture, et quand ce n'est pas des commandes, c'est que quand j'ai l'idée de la pièce, pour moi, soit c'est des personnages qui sont des enfants ou des adolescents, quoi. Donc, c'est pas calculé de ma part de me dire, tiens, ma prochaine pièce, je vais écrire une pièce pour enfants. C'est pas comme ça. Et alors, est-ce que je pense à mon lectorat ou à mon public? Dans un premier temps, non. C'est-à-dire que moi, vraiment, la manière dont j'écris, il y a d'abord la partie immergée de l'iceberg, qui est que je laisse venir les idées hétéroclites, comme je disais. Et puis, ça mûrit, ça macère, ça s'imprègne. Et puis, vraiment, les personnages deviennent de plus en plus clairs pour moi. Et à un point tel, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça, que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un moment où c'est les personnages qui écrivent la pièce. Moi, je suis juste le bras de mes personnages, mais je laisse vraiment mes personnages venir. D'ailleurs, je m'échauffe avant d'écrire, je m'échauffe comme si j'allais jouer au théâtre. Moi, je ne différencie pas beaucoup auteur, acteur. On doit toujours être, quand on joue, quand on écrit, on doit toujours être au moment où la parole va sortir du personnage, à la source de la parole, comme un geyser, où la parole est nécessaire. Et donc, que ça soit... voilà. Et moi, j'écoute mes personnages. Donc, je laisse vraiment mes personnages trouver leur combat de boxe, leur nécessité, la parole sortir, l'action sortir, etc. Et dans un deuxième temps, alors c'est vrai que dans un deuxième temps, je prends du recul, je passe un peu, pour prendre une métaphore cinématographique, de caméra subjective à la salle de montage, et où là, effectivement, avec tous mes rushs, tout ce que j'ai écrit, tout ce qui est sorti des personnages, j'essaye quand même de me dire, bon, voilà, il faut que ça tienne en pièce de théâtre, donc il y a quand même des choses à respecter, des codes de théâtre à respecter. J'essaye de me mettre à la place d'un spectateur de 12-13 ans. Qu'est-ce que je veux qu'il ait comme information à ce moment-là? Qu'est-ce que je veux qu'il devine, etc. Mais pas trop, parce que j'aime beaucoup l'idée de me dire que tout le monde va voir une pièce différente. Je n'aime pas fermer le sens. J'aime bien laisser beaucoup de zones floues pour qu'à l'arrivée... Moi, par exemple, j'aime beaucoup quand je vais dans une classe, ils ont lu une pièce, et puis ils ne sont jamais d'accord entre eux parce qu'ils ont l'impression d'avoir lu 30 pièces différentes. Pour moi, ça, c'est super. Une fois, comme ça, il y avait une pièce de théâtre, et puis à la fin, il y avait des questions avec le public. Il y a une dame qui dit « Ah oui, puis ce passage où il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et en fait, il n'y avait pas du tout ça. Mais ce n'est pas grave, si elle a vu ça, ben c'est très bien. Moi, ça m'est égal.
Et oui, le travail coopératif et collaboratif de la part du lecteur. Donc, si on pense à Umberto Eco en Italie, qu'on connaît bien, donc on a effectivement cette impression de l'importance de l'interprétation de la part du lecteur. Et alors, si on pense à Toby, comment cette pièce est née? Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose par rapport à Toby? Et voilà, c'est une question que je vois a été posée dans le chat aussi, donc je commence à donner aussi la parole au public. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Toby? Alors, Toby, c'est venu pareil de différentes choses hétéroclites. J'avais envie d'écrire une pièce sur le couple pour la jeunesse. Je m'étais dit, tiens, je vais écrire une pièce sur le couple pour la jeunesse. Et puis, à la télévision, j'ai vu un reportage. À l'époque, c'était la guerre en Irak. Alors, je ne sais plus quelle guerre, il y en a eu tellement en Irak. Et ils interviewaient un jeune soldat américain, très jeune, de 18 ans, qui était très fier parce qu'il avait la Bible dans le tank, là, dans le char d'assaut, et qu'il allait tuer des Irakiens. Et je me dis, mais il est vraiment stupide, parce que dans son livre dont il est si fier, là, il y a une histoire irakienne. Et cette histoire irakienne, c'est l'histoire de Toby et Sarah. C'est une très vieille histoire qui se racontait en Chaldée, qui après est rentrée dans la culture juive parce que quand le peuple hébreu a été déporté à Babylone au 8e siècle avant Jésus-Christ, évidemment, toutes les histoires sont venues. Et on pense qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, un scribe d'Alexandrie a écrit cette histoire. Voilà. Mais je me suis dit vraiment, le fondamentalisme religieux, c'est une plaie, parce que ça déconnecte tellement l'intelligence des gens qu'on arrive à des situations absurdes où un jeune homme va tuer les descendants des écrivains du livre dont il se réclame. Et voilà, donc cette histoire de Toby et Sarah, elle est belle. Il y avait un autre auteur de théâtre qu'il avait déjà adapté au théâtre, qui s'appelle Paul Claudel, en 1951, pour les adultes, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire une adaptation, mais beaucoup plus contemporaine, un petit peu rock'n'roll, un petit peu, voilà, avec un ange un petit peu spécial, on va dire. Et parce que ça pourra à la fois parler du couple et à la fois interroger aussi les gens sur cette... On a toujours l'impression que ces pays comme l'Irak, l'Afghanistan, c'est des pays, c'est loin, ils n'ont pas de culture, tout ça. Alors qu'ils ont des cultures beaucoup plus anciennes que la nôtre et que j'aimerais bien rendre hommage aux... Souvent, dans mes pièces, il y a la rencontre, ceux qui ont lu Babel Mabel s'en sont rendus compte aussi, la rencontre entre un fait divers, entre l'actualité et un fond mythologique ou historique. Dans Tête de Linotte, c'est les frères Grimm, dans Au jour naissance, c'est l'histoire de la reine de Saba. Enfin, il y a toujours des choses vraiment très, très lointaines, intemporelles, universelles, qui rencontrent l'actualité. Voilà l'origine un peu de mon histoire de Toby et Sarah. Merci beaucoup. Et en fait, il y avait aussi la question de l'inspiration des éléments qui avaient inspiré tes personnages. Donc, merci d'avoir donné cette réponse si claire qui répond déjà aux questions du public. Est-ce que tu aurais envie de lire un extrait de Toby? Donc là, je vais essayer le challenge de faire les 2 personnages et les didascalies. Je vais peut-être quand même prendre en bas après la grande didascalie pour avoir juste 2 personnages. Reste avec elle, Toby, je reviens. Toby et Sarah restent seuls, un long temps, attirance, regard, sourire, gêne. J'aime bien ta joue gauche. Ah oui, merci. Moi aussi. J'aime bien ta joue droite. Et ta lèvre du dessous aussi, j'aime bien. Et celle du dessous, la lèvre du dessous. Moins, mais disons les 2 sont complémentaires. Là, cette petite zone, là, chez toi, j'aime bien, du côté droit. Tu as des grosses mains. J'aime les grosses mains. Mon père aussi a des grosses mains, mais je n'aime pas ces grosses mains comme j'aime tes grosses mains à toi. Je me verrais bien dans tes grosses mains à toi. Enfin, je suis sûr que je tiendrais tout entière dans tes mains. Pas si grosse que ça, fais voir. Et je n'aurais plus peur. Oh non. Et j'aimerais bien essayer tout de suite, mais toi, peut-être pas. Dis-le-moi pas. J'ai des grosses mains et des grands pieds. Je grandis de partout et j'ai un océan dans le ventre. Ça me fait pas peur, un océan.
Je rêve d'une tempête qui m'emmène loin. Je serais une île à engloutir. Tu veux bien m'engloutir? Moi, je veux bien, oui, il faut voir. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ont lu la pièce voilà, comprennent bien l'importance aussi de cette scène que tu as choisie. Et pour les autres, c'est une découverte extraordinaire de la pièce et de ces deux personnages et du rapport qu'il y a entre ces deux personnages. Je voyais dans le dossier qui a été préparé par Jordan la photo de deux marionnettes. Est-ce que tu peux voilà, nous raconter quelque chose de plus par rapport à ton expérience? Tu as aussi travaillé avec le théâtre d'objets. Et pourquoi ces deux marionnettes en particulier en lien avec Toby? Alors, la marionnette, pour moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Ça a été toujours le hasard. Hein. C'est que le hasard, moi, qui me fait avancer. C'est un metteur en scène qui s'appelait Grégoire Caille qui m'a fait découvrir la marionnette, qui m'a fait faire de la marionnette. En fait, il y a eu entre les années 1997 et 2007, j'ai beaucoup fait de marionnettes, à gaine chinoise, à gaine lyonnaise, des bunraku, des marionnettes à tringles, à tige. Et ça m'a vraiment réconcilié parce que jusqu'à présent, je me disais, bon, je suis acteur, je suis auteur, je suis metteur en scène, et c'était pas très bien vu en France. Maintenant, ça va mieux parce qu'il y a des gens connus comme Joël Pomera, Olivier Pi, etc., qui assument. Mais à l'époque, c'était pas très bien vu, et moi, je complexais un peu. Je me disais, mais alors, si je suis acteur, je suis pas un très bon auteur. Si je suis metteur en scène, je suis pas un très bon acteur. Bon, j'avais, comme on dit en France, les trois casquettes. Et la marionnette a réconcilié ces trois casquettes parce que quand on fait de la marionnette, on délègue son jeu à l'objet, mais en fait, on joue. On est obligé de jouer. Hein. On projette son jeu, mais on joue, donc on est acteur. On est aussi metteur en scène parce que, comme il y a cette distance avec la marionnette, on délègue le jeu, ben, on met en scène sa marionnette. Donc, on est metteur en scène. Et en même temps, et ça c'est très mystérieux, je pense que c'est vraiment du fait que la marionnette se manipule, comme son nom l'indique, avec la main, et qu'on est dans le signe, vraiment dans la sémiologie. Je pense que c'est une écriture aussi. Le langage marionnettique est une écriture. Et du coup, quand on est marionnettiste, on est à la fois acteur, metteur en scène et écrivain, et on le sent immédiatement dans son corps. C'est pas théorique, c'est que d'un coup, on comprend que tout ça, c'est le même métier. Mais d'ailleurs, je crois que l'origine de tout, c'est le mot latin auctor. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Sûrement, vous parlez mieux latin que moi. A-U-C-T-O-R. Et je crois qu'à l'époque, ça pouvait dire un petit peu tout ça aussi. Et donc, Et oui, donc, pardon, je n'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question. Donc, la marionnette, si tu veux, ça a été une thérapie pour moi. Parce que d'un coup, j'ai accepté de me dire tout ça, c'est le même métier. On a un corps, on est dans un espace, on est dans un temps et on a une parole. Et en fait, qu'on prenne la parole par un bout, par un autre, voilà, donc on peut appeler ça acteur, auteur, metteur en scène, mais tout ça, c'est la même chose en fait. Et alors, Toby, ben, ça a été effectivement monté en marionnette par Sabine Pernette. Je crois que c'était un choix très judicieux qu'elle a fait, c'est-à-dire il y avait deux comédiens et une comédienne qui jouaient en théâtre d'acteurs les rôles des jeunes, donc Toby, Raphaël et Sarah, et tous les rôles des vieux, les rôles des parents, il les manipulait avec des marionnettes. Donc ça inversait complètement le rapport, c'est-à-dire que c'était les jeunes qui en fait, c'est comme si la génération des seniors, euh, elle avait moins de pouvoir sur scène, elle avait moins de potentiel sur scène, que c'était déjà les jeunes qui en fait prenaient l'énergie de la scène. merci beaucoup, Laurent. Et par rapport à la première partie de ta réponse, dont je pensais au fait que tu évoques souvent le triangle, justement, corps, parole et objet, et tout cela donc via la marionnette, donc qui reprend effectivement ces trois facettes de ton métier, de ton écriture, de ton expérience. Pour passer à la deuxième œuvre, donc que voilà, les personnes qui sont présentes dans la salle ont lu, donc c'est Babel Mabel. Est-ce que tu peux nous présenter aussi cette pièce en quelques mots et on passera ensuite à une lecture, la lecture d'un extrait que tu as choisi. Oui, alors Babel Mabel, c'est vraiment parti d'un fait divers qui s'est passé près de chez moi, dans un square, où il y avait des réfugiés, notamment afghans.
Et puis, dans un autre coin du square, il y avait souvent des Chinois qui faisaient du tai chi, qui donnaient des cours gratuitement. Enfin, et puis, dans un autre coin, il y avait les enfants. Enfin, tout ça était assez harmonieux. Il y avait une cohabitation qui se faisait bien entre ces différentes. Et moi, je m'étais dit souvent en passant, oh, c'est vraiment la tour de Babel. Et puis, une nuit, enfin, un matin, toutes les tentes avaient disparu. Et en interrogeant le jardinier, il m'a dit, ben, c'est cette nuit, la police est venue, elle a fait partir tout le monde, etc. Et ça m'a énervé, en fait, que ça soit fait la nuit. Parce que je me suis dit, c'est un peu lâche. C'est-à-dire qu'il savait que s'il faisait ça le jour, les autres personnes du square auraient protesté. Et donc, il y avait quelque chose d'un peu lâche qui m'a énervé. Et pour répondre à ça, je me suis dit, bah, je vais écrire là-dessus. Et donc voilà, bah, c'est une pièce très simple hein, qui part de ce square, en fait, qui part vraiment de ce square. J'ai juste imaginé deux personnages principaux qui sont un enfant du square qui a une maman un petit peu speed, et puis un adolescent afghan, et puis une histoire d'amitié entre eux. C'est ça qui fait le lien dans cette pièce, parce que du coup, l'histoire, c'est que le jeune, comme son père travaille à la radio, ben, il utilise le média de la radio pour essayer de retrouver la trace de son ami qui a disparu, avec qui il jouait au basket. Et on aurait envie d'entendre la voix de Rémi. Alors, je vais lire donc. C'est une écriture un peu en alternance, avec donc Rémi qui parle à la radio et puis des flashbacks, comme on dit au cinéma, sur les scènes du square. Donc là, je vais lire juste les petits passages à la radio qui sont entrecoupés normalement des scènes de flashback. Alors voilà, moi, c'est Rémi. Il marche le micro? Ok. Il y a un an, je me suis fait un grand ami, Sahil. Et aujourd'hui, j'ai un peu perdu sa trace. Enfin, pas un peu, complètement en fait. Alors, je me suis dit que j'allais raconter notre histoire à la radio et qu'avec un peu de chance, s'il écoute en ce moment ou si quelqu'un écoutait l'émission et saurait où le trouver, peut-être qu'on pourrait renouer le contact. Enfin bon, donc je n'ai aucune nouvelle et je m'inquiète. Les choses ont commencé il y a presque un an au square. Donc là, il y a les scènes de rencontre. Ensuite, plus tard, pour la NBA et ma carrière à la Tony Parker, c'était pas gagné. Pour avoir Sahil à la maison non plus. Avec ma mère, les soirées finissent souvent comme ça. Elle dit qu'elle travaille, mais je sais qu'elle se cherche un copain sur des sites de rencontres. Depuis qu'elle a compris qu'avec papa, c'était fini, fini. Donc lui, c'est mon père qui travaille à la radio et que je remercie au passage de m'avoir laissé un petit moment d'antenne. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je m'appelle Rémi, j'ai perdu mon ami Sahil il y a 6 mois, je le recherche, donc je vous raconte notre histoire. Sahil, si tu m'écoutes, tu peux contacter la radio. Et s'il y a des gens qui s'occupent de lui ou qui le connaissent, ils peuvent aussi appeler. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on a découvert, on a entendu, on le connaissait déjà, Rémi, mais effectivement, grâce à ta voix. Je sais qu'il y a pas mal de questions dans la salle et je sais aussi qu'il y a des collégiens qui ont lu Babel Mabel, qui ont beaucoup de questions à te poser. Donc, je leur demande vraiment d'écrire les questions dans le chat. Et je laisserai la parole à Jordan et on pourrait commencer à lire quelques questions de la part du public. Et ensuite, on passera. Je voudrais aussi présenter d'autres œuvres de Laurent Contamin, mais je pense que c'est le bon moment de laisser la parole au public pour découvrir un peu mieux Toby et Babel Mabel. On a remarqué tout au long de la pièce que vous privilégiez un genre d'écriture énigmatique. Quelle est la raison de ce choix et voulez-vous déconcerter systématiquement vos lecteurs? J'ai un petit peu répondu d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que... Alors, énigmatique, je ne sais pas. En tout cas, le théâtre, c'est la vie et la vie est énigmatique. Naître, c'est très énigmatique. Vivre, c'est très énigmatique. Mourir, c'est très énigmatique. Être heureux, c'est très énigmatique. Être amoureux, c'est très énigmatique. Donc, c'est normal que le théâtre reflète en tout cas un certain mystère. C'est vrai que je fais peu de théâtre vraiment documentaire, encore que une de mes dernières pièces sur le Chili en 73 est vraiment du théâtre documentaire où il n'y a pas de mystère du tout. Sinon, c'est vrai que peut-être c'est pour cette liberté de réception du public dont je parlais tout à l'heure qu'il y a souvent des doubles sens où tout n'est pas dit, il y a beaucoup de choses qui sont dans les blancs. En fait, une pièce de théâtre, on croit que c'est dans le noir de l'écriture qu'elle s'écrit, mais c'est beaucoup dans le blanc de la page. Mais énigmatique, je ne sais pas. Je laisse parler mes personnages, donc c'est mes personnages qui s'expriment comme ça.
mais je ne cherche pas à déconcerter, en tout cas pas du tout. Je ne suis pas sadique, hein. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Une question un peu plus large du coup pour, justement, vous permettre de répondre pas énigmatiquement, hein. À quel personnage du livre vous identifiez-vous le plus et lequel préférez-vous? Dans Toby, Oui. bon, j'aime beaucoup Raphaël, parce que si vous voulez, bon, c'est un peu Monsieur Loyal, enfin c'est un peu l'intermédiaire entre les personnages et le public, donc c'est un peu moi en fait, hein, c'est un peu l'écrivain ou le metteur en scène qui a un peu un regard qui fait un peu l'interface. Alors je l'aime bien aussi parce que par rapport à l'histoire d'origine, c'est celui que j'ai le plus transformé. Les trois jeunes, je les ai vraiment beaucoup transformés par rapport à l'histoire d'origine. Et j'en ai fait un ange presque un peu érotique, sans aller jusqu'au théorème de Pasolini. C'est quand même un ange euh, qui est moins sage que celui de la Bible. Et donc, j'aime bien cette ambiguïté qu'il a. Et qui vient, il suscite les rencontres, en même temps ça l'énerve parce qu'on ne lui obéit pas. En fait, il est très humain, quoi. C'est un ange très humain. Et c'est grâce à ça que la pièce est possible, parce que si ça avait été un ange comme dans la Bible, la pièce aurait été très ennuyeuse. D'accord. Une autre question du coup pour, vous en tant qu'auteur. Au fil de la lecture, on trouve un florilège de locutions poétiques. Vous citez anonymement ou bien ces mots vous viennent-ils à l'esprit spontanément? Dans Toby, toujours. Alors, bon, Toby, c'est vraiment, j'insiste, c'est une adaptation, hein, donc il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je suis quand même parti d'une histoire existante. En tout cas, c'est comme pour énigmatique. Je ne cherche pas à faire poétique comme je ne cherche pas à faire énigmatique. Je cherche vraiment à être le réceptacle des pulsions de mes personnages et d'être au plus proche vraiment, de leur confier ma peau, quoi. Et d'être au plus proche d'eux pour que j'ai plus qu'à les laisser parler, s'exprimer. Et donc, je les ai construits de telle manière que c'est vrai qu'ils s'expriment. Dans Toby, c'est vrai que le niveau de langage est un peu différent que dans d'autres pièces. Mais je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, toute la partie immergée de l'iceberg qui est tout le travail en amont de documentation. J'ai beaucoup regardé, par exemple, des toiles de Chagall pour travailler Toby. Je me suis beaucoup inspiré de l'univers de Chagall. Donc, tout ce travail-là en amont, forcément, il se retrouve un moment dans les personnages que j'ai à l'intérieur de moi, et quand je les laisse s'exprimer, ben, ils s'expriment forcément d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que dans Toby, oui, je vois ce que veut dire la personne qui pose la question. C'est vrai que c'est un niveau de langage un petit peu poétique parfois, mais très hétérogène. Moi, j'aime beaucoup l'impureté, j'aime beaucoup le métissage, j'aime bien les grumeaux. Donc, les parties poétiques peuvent jouxter des parties très triviales aussi, très, très contemporaines, très, voilà. J'aime bien quand c'est un peu sale. Je me méfie de la propreté. Pourquoi avez-vous choisi de représenter l'intrigue sous une forme fantastique plutôt que dans la vérité du monde réel? Alors, je réfléchis. Enfin, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé dans l'histoire, j'ai quand même essayé d'être très fidèle à l'histoire d'origine, hein. Le gros de l'histoire d'origine est là. Après, j'en ai extrait des choses qui m'ont fasciné. Par exemple, quelque chose qui m'a fasciné, sur lequel j'ai mis l'accent du coup, mais qui est quand même présent, mais moins présent dans l'histoire d'origine, c'est les 4 éléments. Donc l'eau avec le poisson, le feu avec l'histoire des abats qu'on brûle, la terre avec le sable, le, l'air avec l'oiseau qui fiente sur l'œil de Toby, etc. Donc ce côté un peu cosmique, comme si tout le cosmos, comme si les 4 éléments du cosmos devaient s'allier pour que ce garçon et cette fille se rencontrent. Que je trouvais assez beau, le rapport entre quelque chose de très intime, qui est leur première nuit ensemble, pour qu'elle se passe bien, et en même temps quelque chose de très, très grand qui est le cosmos. Donc, je ne sais pas si c'est ça que votre lecteur appelle le fantastique.
Ça, c'est vrai que j'ai un peu insisté dessus. Et après, j'ai quand même affiché avec ce personnage de Raphaël, j'ai quand même affiché le fait qu'on était au théâtre, que ça se passait au théâtre. Voilà, que on n'est pas obligé de faire un décor avec le fleuve, le désert. On n'est pas obligé de reconstituer l'Irak parce que c'est une histoire universelle en fait. Hein. C'est vraiment voilà, plus intéressant de pas trop créer un espace-temps enfermant. D'accord. Et par rapport à Babel Mabel, il y a une question un peu curieuse. Pouvez-vous nous dire si Rémi retrouve son ami? Ah, alors volontairement, j'ai pas résolu j'ai pas écrit de fin d'une certaine manière. Et en fait, pour pouvoir laisser les jeunes faire leur fin eux-mêmes. Et du coup, c'est assez intéressant parce que alors, sur cette thèse, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture où on écrit la fin. Voilà, il faut trouver une fin. Donc, c'était pas calculé comme ça au départ, mais c'est vrai que du coup, ça donne lieu à des ateliers d'écriture intéressants sur comment ça se finit, quoi. Et est-ce que vous voudriez écrire la suite? Non, je laisse chacun écrire la suite. D'accord. Et pour finir, quel enseignement vouliez-vous donner aux enfants qui liraient cette histoire? Babel Mabel. Mmh. Alors moi, je cherche pas à donner des enseignements. Je laisse les publicitaires faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun se laisse toucher, pour une raison ou une autre, par un personnage ou par un moment de la pièce ou par une situation. Et voilà, que ça fasse son chemin en lui et il en retire ce qu'il veut en retirer. Mais je ne cherche pas du tout à faire passer des messages. C'est pas... J'ai trop de respect pour la liberté de réception de ce que j'écris pour imposer une... Si je voulais faire passer un message, j'écrirais le message. Je ne m'amuserais pas à faire une pièce. Ça serait beaucoup plus rapide. Donc, si je prends un an à écrire une pièce, c'est que je ne cherche pas à faire passer de message. Mais il y en a. C'est à nous d'aller voir, d'aller chercher les messages justement, de les trouver, aussi nombreux qu'ils soient. Est-ce que Chiara, tu avais Oui, alors j'ai lu une question, bon, j'ai lu toutes les questions, donc il y a effectivement pas mal d'interrogations, pas d'interrogations, de questions de la part des lecteurs, même si tu as déjà répondu parfois dans la première partie de la séance de la rencontre. Il y avait aussi une question sur l'inspiration de tes personnages. Donc tu as parlé de faits divers, tu as parlé d'histoire. Et il y avait une question, là, je ne sais plus qui avait posé la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose de toi dans tes pièces, dont des éléments, disons, autobiographiques dans tes pièces? Je ne sais plus si c'était une question, il me semble que c'était une question par rapport à Toby dans la première partie des questions, ou ma question est plutôt en général. Alors, Janine Tesson a fait une très bonne réponse le mois dernier. Elle a dit, comme ça sort de moi, d'une certaine manière, tout est autobiographique. Il y a toujours quelque chose d'autobiographique puisque ça sort. Bon, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais de fait, n'importe quel créateur, un peintre qui peint un tableau, un compositeur qui crée une musique, un écrivain qui écrit un livre, forcément assez personnel, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne cherche pas à... Voilà, je ne pense pas que j'ai une vie très intéressante, donc qui mérite de faire une pièce de théâtre. Je ne cherche pas du tout à faire de l'autobiographique, en tout cas, mais il y en a sans doute malgré moi, dans les nécessités que j'ai à un moment M de ma vie d'écrire cette pièce-là plutôt qu'une autre. C'est sûr que sur Toby, puisque c'était là-dessus que posait la question, c'est une pièce sur le couple. Et oui, j'étais en réflexion sur la question du couple. J'étais un moment en couple, au moment où j'écrivais ça, et sur ce truc du couple où c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit une phrase très juste. Il dit « Être amoureux, ce n'est pas se regarder dans les yeux l'un de l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et c'est comme si en couple, finalement, pour qu'un couple réussisse, j'ai l'impression qu'il ne faut pas être deux, mais qu'il faut que ça soit toujours ouvert à autre chose. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'un couple, en fait, c'est un triangle. Et j'étais sur ce... Voilà. Alors, est-ce que
et c'est pour ça que ça m'a intéressé le triangle Toby, Sarah, Raphaël. Parce que je me posais beaucoup de questions sur comment être deux, comment vivre à deux. Et par rapport à vos personnages préférés, du coup, vous nous avez parlé de Raphaël, mais dans Babel, ma belle, ce serait lequel pour vous? Ah, j'aime dans Babel Mabel, j'aime assez Monsieur Traoré. Je trouve que la rencontre entre Monsieur Traoré et Madame Gardecka est assez touchante parce que ils viennent tous les deux de loin. Il y en a une qui vient de Pologne et un qui vient du Mali. Et puis ils se retrouvent un petit peu à un vide-grenier autour d'un vieux disque, etc. Et c'est vrai que c'est toujours touchant à Paris quand on voit des gens qui ont vécu toute leur vie en France, qui sont presque plus français que des Français. Ils ont toute la culture et c'est peut-être une histoire d'amour qui commence entre Madame Gardecka et Monsieur Traoré. Voilà, entre cette dame qui est là depuis très longtemps, qui est arrivée de Pologne, on ne sait pas quand, ce monsieur qui est arrivé du Mali, et qui, le hasard de la vie, le fait qu'ils connaissent Rémi tous les deux, qui fréquentent le même square, fait que peut-être une grande histoire d'amour commence entre eux, je ne sais pas. Donc encore quelque chose qui pourrait faire un atelier d'écriture, hein, une histoire sur d'autres personnages. De toute façon, c'est un grand classique de l'atelier d'écriture à partir de mes pièces, c'est de prendre un personnage et d'imaginer une scène. Ouais. Et du coup, Ah, pardon. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Donc, dans les classes qui ont lu, parmi les élèves qui ont lu, notamment ta pièce, Toby, donc il y a des élèves qui ont pensé à se mettre à la place d'un personnage et donc réécrire des parties de l'histoire selon le point de vue d'un autre personnage. On verra les résultats. Et du coup, j'ai une dernière petite question, une vraie dernière cette fois-ci, hein. Est-ce qu'il y a eu des parties dans vos ouvrages qui ont été difficiles à écrire pour vous? Alors, il y a une pièce vraiment qui a été difficile pour moi à écrire, qui s'appelle Sténopée. Alors, non, on va rester sur les pièces jeunesse peut-être, hein, pardon. Sur les pièces jeunesse, écoutez, non, en fait, c'est jamais vraiment difficile parce que, si vous voulez, ça m'arrive jamais de me poser en me disant, bon, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que, si vous voulez, moi, je suis comme une éponge, donc je vis, je vois des choses, je lis des choses, on me raconte des choses. Puis petit à petit, il y a des histoires qui me remplissent, et puis il y a des personnages, etc. Et puis je lis un livre, et puis je repense à un conte ou à l'Orestie d'Échille ou à une histoire immémoriale. Et puis d'un coup, il y a une histoire qui naît. Il y a des personnages, il y a des situations, il y a un contexte, il y a des enjeux. Et tout ça, je me dis, il faut que ça sorte. C'est une pièce de théâtre, ça. Donc, c'est mûr. Au moment où ça sort, c'est mûr, en fait. Merci Laurent. Donc, merci d'avoir partagé non seulement ton expérience par rapport tout ce que tu as fait par rapport au théâtre, mais notamment ton expérience vis-à-vis des deux pièces, dont Toby et Babel Mabel. Mais, il y a toujours un mais, ça a été très difficile en fait avec Jordan de concevoir ton dossier parce qu'on avait plein de pièces qu'on aurait voulu partager avec le public et avec tes lecteurs. Et donc, on a pensé notamment moi, j'ai pensé notamment à quelque chose qui va au-delà des pièces, parce que c'est vrai que tu consacres pas mal de ton travail au théâtre, mais tu as aussi écrit de la poésie, notamment des haïkus. Et donc, on voudrait bien que tu nous présentes un petit peu rapidement, hein, mais pour vous donner vraiment au public l'idée d'autres œuvres que tu as rédigées. Donc, c'est 100 haïkus pour le climat, que j'ai trouvé vraiment une œuvre extraordinaire. Et en ce qui concerne le théâtre, une lecture qui peut être une lecture future pour les classes qui sont présentes, et non seulement pour les classes, et c'est Tête de Linotte, qu'on a un petit peu évoqué dans le dossier, juste un petit clin d'œil à ces œuvres. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter sous forme ce sera mon conseil de lecture, hein, comme avec Bernard et Janine, a été très difficile de choisir les œuvres, mais vraiment pour laisser le public découvrir un petit peu ces deux œuvres qui vont au-delà des œuvres qu'ils ont déjà lues. Alors, ces deux œuvres ont un point commun, c'est que c'est des commandes venues du milieu scientifique. Parce que malgré tout, mon passé scientifique fait que je suis un peu repéré
comme étant un peu l'auteur scientifique parfois. Alors, 100 haïkus pour le climat, c'était le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris au moment de la COP 21 sur le réchauffement climatique, qui m'a passé commande, qui voulait que j'écrive, au départ, il voulait que j'écrive une pièce de théâtre sur le réchauffement climatique. Et moi, je ne le sentais pas trop. Peut-être justement parce qu'il y avait vraiment une injonction à faire passer des messages qui me gênaient un peu dans le théâtre. Et j'ai proposé, puisque les haïkus, c'est beaucoup sur les saisons, et puis que le dérèglement climatique, on dit qu'il n'y a plus de saison, etc., de faire ces toutes petites pastilles de haïkus en lien avec effectivement le réchauffement climatique. Et Tête de Linotte, c'était un laboratoire de neurobiologie qui souhaitait que je fasse une pièce pour que les jeunes découvrent un petit peu comment fonctionne le cerveau. Donc, c'était assez scientifique. Et donc, j'ai fait une résidence aussi dans le laboratoire avec toutes les expériences avec les souris, les poissons, les mouches, etc. Les électrodes, les cerveaux qui clignotent dans tous les sens sur les écrans. Interroger beaucoup les chercheurs pour faire tomber aussi beaucoup de préjugés qu'on a sur comment fonctionne le cerveau. Par exemple, voilà, que le cerveau, c'est comme une grosse clé USB. C'est pas vrai. Que le cerveau est déconnecté du corps, c'est pas vrai. Voilà, plein de choses comme ça. Que les filles et les garçons n'ont pas le même cerveau, c'est pas vrai, on a le même cerveau. et donc voilà, j'ai fait une pièce de théâtre à 3 personnages pour déconstruire un peu toutes les fausses idées qu'on a sur le cerveau. Oui, merci beaucoup Laurent. Et j'en profite pour, je voyais dans le chat une question de Katia Versio, une question très intéressante que je me pose moi aussi, hein, en fait, à la double nature du théâtre, hein, donc théâtre à lire et à voir. Je propose à Jordan de lire la question et on pourra terminer justement sur cette question de Katia. Oui, merci Chiara. Donc Katia nous demande si une pièce est conçue pour être jouée, est-ce que d'après vous, le fait de juste la lire pourrait risquer de la dénaturer? Ah oui, alors c'est très intéressant. Alors effectivement, le texte de théâtre, il a un double statut. C'est un objet littéraire en tant que tel, au même titre qu'un roman ou qu'une poésie, et donc il est sujet à être lu. Enfin, il n'y a aucun problème avec la lecture de la pièce de théâtre. Et c'est aussi une partition pour un spectacle. Une pièce de théâtre, c'est aussi une partition pour un spectacle. Et il arrive, alors moi en plus, comme je suis un peu masochiste, je me suis beaucoup intéressé à écrire pour du théâtre qui mettait un peu mon écriture au pied du mur. Par exemple, pour du théâtre de rue, ou du mime, ou de la marionnette, ou de la danse, ou du cirque. J'ai écrit 2 pièces pour des artistes de cirque. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment un autre langage. Auquel cas, mon langage à moi, mon langage textuel, il doit négocier avec cet autre langage pour pas que ça se télescope. Et donc, souvent, les pièces que j'ai écrites dans ce cadre-là étaient vraiment spécifiques à cette mise en scène-là, de théâtre de rue, de cirque ou de danse, etc. Et d'ailleurs, n'ont pas été publiées. Quand une pièce est publiée, généralement, l'éditeur est vigilant à ce que ce ne soit pas juste le texte d'une partition scénique, mais que ce soit vraiment une œuvre littéraire. Merci beaucoup Laurent. Donc merci à vous tous pour vos questions. Donc voilà, je propose de terminer la séance, même si c'est vrai qu'il y aurait encore de questions. Il y a beaucoup de questions qui continuent. Ah oui, combien de temps pour écrire oui. ce livre? Environ, Question technique. Oui, ben, disons que environ je mets 1 an pour écrire un livre, mais encore une fois, je fais plein d'autres choses. Et puis, c'est pas 1 an d'écriture, c'est les 3/4 du temps, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, la documentation, le fait d'en rêver. Je me rappelle au jour naissant, c'est très bête, mais par exemple, quand j'étais en train de l'écrire, je me promenais à côté de l'île, et puis tout d'un coup, j'ai fait ah bon. Et puis en fait, c'était une jeune fille, et j'ai cru que c'était Perle. Et puis après, je me dis mais non, en fait, elle n'existe pas, Perle. Mais donc, c'est bête à dire, mais ça veut dire que ça, même des fois, j'en rêve aussi. J'ai des idées qui me viennent en rêvant, donc tout ça, c'est pas du temps de travail. Donc, le temps d'écriture, on va dire pur et dur, peut-être c'est 1 mois, mais en fait, il y a toute la partie invisible du travail qu'on ne voit pas avant.
Je tiens vraiment à remercier tout le monde et notamment bien sûr Laurent, donc, qui a partagé avec nous vraiment toutes ces expériences par rapport à la lecture. Et merci à vous tous, et notamment l'Alliance française et à Alice Galvin encore une fois, qui ont rendu possible effectivement cette expérience du cycle de rencontres avec les 3 auteurs qu'on a rencontrés, donc Bernard Friot, Janine Tesson et ce soir Laurent Contamin. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite de très belles lectures. Vous avez pas mal de conseils de lecture pour mieux découvrir ces auteurs. Et voilà. N'hésitez pas, je le dis encore une fois, à relire les dossiers qui ont été réalisés par Jordan et à découvrir ses œuvres. Ok, bonne lecture à tous et bonne soirée. Merci Laurent et à bientôt. Merci. Merci.